Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous parle des équipes surprises de la Ligue nationale de hockey, les équipes qui déçoivent, mais surtout celles qui surprennent. Commençons avec les Bruins de Boston qui sont en ce moment 3e de leur division avec 15 victoires, 11 défaites et 3 défaites en temps supplémentaire. Donc un début de saison qui peut sembler quand même assez surprenant pour les Bruins qui, oui, encore, on dit qu'ils ont perdu, oui, Patrice Bergeron, oui, ils ont perdu David Krejci, mais ça fait 2 ans aujourd'hui. Donc, on s'attend à un peu plus d'ardeur pour les Bruins qui ont quand même un effectif qui est assez costaud. On a des gars comme David Pastrnak, Brad Marchand. On allait chercher 2 grosses acquisitions cet été en Elias Lindholm et en plus du défenseur Nikita Zadorov, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc les Bruins, oui, ont une grosse équipe, mais ça déçoit énormément cette année. On a une moyenne de buts marqués par match de 2.6, 25e de la Ligue. Pas ce qu'on a vu d'une équipe qui a battu le record du plus grand nombre de points dans une saison il y a 2 ans. 3 buts alloués par match, ce qui les met 14e de la Ligue. 3 buts par match qui est quand même assez élevé pour une équipe qui ont quand même un gros gardien de but en Jeremy Swayman. Le pire power play de la Ligue avec 12%, ce qui les met évidemment 32e, et une infériorité numérique qui est à 79%, ce qui les classe 19e de la Ligue en ce moment. Donc encore assez décevant pour une équipe qui ont quand même des défenseurs et des joueurs en infériorité numérique qui savent faire le travail. Brad Marchand est le meilleur marqueur de l'équipe avec 11 buts, lui 10 passes pour 21 points. Et celui qui est nécessairement le meilleur franc-tireur de l'équipe a seulement 9 buts, c'est David Pastrnak. En 29 matchs, comme j'ai dit, 9 buts, 18 passes pour un total de 27 points en 29 matchs, qui est pas mauvais, mais ce qui n'est pas vraiment ce qu'on attend de Pastrnak. Pastrnak, on s'entend plus à celui qui fait les buts, pas celui qui les fabrique, mais quand même un assez bon début de saison pour Pastrnak qui est malheureusement à -4. Et la fiche différentielle qui est quand même assez basse pour plusieurs joueurs. Pour Elias Lindholm, le nouvel acquis, lui, il est à 0 en ce moment. Pavel Zacha à +1, ça va. Mais pour d'autres joueurs, c'est extrêmement difficile, dont Lohrei qui est à -9. Trent Frederic, lui, 5 buts, 6 passes, 11 points, ce qu'on attend un peu de lui, mais avec une fiche de -8. Charlie Coyle, lui, -7. Morgan Geekie, -7. Et Nikita Zadorov, lui, par exemple, 2 buts, 6 passes pour 8 points. Ce qui est, encore une fois, un peu ce qu'on s'attend à un défenseur défensif qui joue très physique. Pour lui, 8 points, une fiche de différentiel de +4. Donc, vu comme ça, on peut se dire, OK, ça va. Zadorov, qui est quand même un gars costaud, il fait sa job, mais pour lui, il est le meneur en ce moment pour le plus de minutes de pénalité dans la Ligue avec 60 minutes. Et un autre joueur de cette équipe même qui a énormément de minutes de pénalité, c'est Mark Kastelik, lui qui avait marqué 2 buts au 2e match de l'année face aux Canadiens et qui est resté à ce total-là de 3 buts, lui qui avait marqué avant. 3 buts, 7 passes pour 10 points en 28 matchs pour Kastelik, une fiche de +8. Donc sur la glace, il fait quand même bien son travail, c'est le genre de joueur qu'il est, un joueur plus enforcer, mais 50 minutes de pénalité pour lui. Donc on est extrêmement puni pour les Bruins de Boston. On n'a pas l'infériorité numérique qui est au plus haut. Et on n'a pas le meilleur powerplay de la Ligue. On a essentiellement le pire powerplay de la Ligue. Donc j'aimerais parler d'ailleurs de Zadorov et de Lindholm. Mais commençons par justement Lindholm, l'ancien des Flames de Calgary, qui avait fait un séjour avec les Canucks de Vancouver la saison passée. Lui qui avait eu quand même une belle séquence, disons, pendant les séries éliminatoires. Surprise des Canucks, qui l'année passée avait vraiment été formidable, qui à la fin de l'année 2023 avait été la première équipe au sommet des standings de la Ligue. Donc ça, c'est quand même bien pour une équipe qui n'avait pas fait les séries l'année passée, qui avait perdu d'ailleurs leur ancien capitaine, Bo Horvat. Donc on s'attendait à énormément de Elias Lindholm avec son arrivée avec les Bruins, mais vraiment c'est extrêmement décevant pour lui. 3 buts, 10 passes pour 13 points en 29 matchs. Et si on compare avec ses saisons précédentes, par exemple en 2021-2022, en 82 parties, 42 buts, 40 passes pour 1 point par match. Donc 82 points en 82 matchs. En 2022-2023, 22 buts, 42 passes, 64 points en 80 matchs.
une excellente statistique, encore une fois. En 2023-2024, lui, c'était 44 points en 75 matchs. Avec les Canucks, ça avait été un peu plus difficile, mais en série, c'est vraiment là qu'il a, disons, explosé, qui avait vraiment été une excellente affaire pour les Canucks en série, qui s'était rendu jusqu'en game numéro 7 face aux Oilers d'Edmonton en deuxième ronde. Avec les Bruins, vraiment, c'est extrêmement difficile, et c'est la même chose pour son coéquipier, lui, qui avait été aussi avec les Flames, Nikita Zadorov. Encore une fois, c'est pas le gars qu'on s'attend à marquer énormément de points. Sa meilleure saison en ce moment, c'est en 2021-2022, en 74 parties. Il va marquer 4 buts, 18 passes pour 22 points, mais qui avait nécessairement un différentiel assez bien en 2021-2022, plus 11. La saison qui a suivi, plus 10. Avec les Flames en 2023-2024, en 21 matchs, c'est 1 but, 5 passes, mais avec un différentiel de moins 6. Avec les Canucks, quand même, il avait joué le reste de sa saison, qui avait quand même amassé 14 points avec les Canucks, et qui avait aussi, lui, été un excellent atout en série. Mais avec les Bruins, c'est extrêmement difficile. 60 minutes de pénalité en 29 matchs déjà. Lui qui avait vécu son plus haut total de minutes de pénalité la saison passée avec les Flames et les Canucks avec 125. Donc c'est pas ce qu'on s'attend de Nikita Zadorov et c'est pas ce qu'on s'attend non plus de Elias Lindholm et tout au plus c'est pas ce qu'on s'attend des Bruins de Boston. Évidemment, on a seulement le quart de la saison de jouer, mais vraiment les Bruins va vraiment falloir s'améliorer, surtout dans leur division. Je veux dire, on a 33 points, beaucoup d'équipes dans l'Est qui les suivent. On a Tampa Bay à 30 points. Et on a ensuite les 4 qui sont dans le fond de la cave, si on veut. On a Ottawa à 26 points, Détroit à 26 points, Buffalo aussi à 26 points, et on a Montréal qui est à 25. Donc, dans l'Est, c'est extrêmement serré. Il va falloir que les Bruins se resserrent, surtout avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines, un changement de coach. Jim Montgomery qui est maintenant rendu avec les Blues de Saint-Louis. Et en plus, on a un Jeremy Swayman qui n'est pas au haut de sa forme. Lui qui a manqué le camp d'entraînement vu qu'il y avait eu des difficultés, disons, de contrat. Avec Cam Neely et Don Sweeney qui, je trouve qu'au deuxième étage des Bruins, c'est un peu difficile. Donc peut-être qu'il serait temps peut-être de changer un peu la forme au deuxième étage dans ce qui est du General Manager ou de quelque chose comme ça. Mais encore une fois, on a 29 matchs. On a 29 matchs de jouer pour les Bruins. 15 victoires, 11 défaites, 3 en temps supplémentaire. On a encore beaucoup de chemin à faire. On est quand même 3e de l'Atlantique. On est dans les équipes, en ce moment, si les séries commenceraient en ce moment, on serait vraiment dans les 3 meilleurs de l'Atlantique, donc de l'Est. Donc, il n'y a rien qui finit encore. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver encore dans cette assez jeune saison 2024-2025. Donc, on espère vraiment que les Bruins vont pouvoir se remonter de leur début de saison un peu hors du commun. Passons maintenant à une équipe qui déçoit en cette début de saison, les Sénateurs d'Ottawa, avec une fiche de 12, 13 et 2, 5e présentement de l'Atlantique. On avait beaucoup d'espoir en début de saison pour les Sénateurs, avec entre autres l'arrivée de Linus Ullmark de Boston dans cet échange qui avait envoyé Jonas Korpisalo et justement Mark Kastelic, que Jay a parlé un peu plus tôt à Boston. Mais présentement, c'est quand même assez difficile pour une autre saison. Ça fait quand même plusieurs saisons consécutives que c'est difficile. Si ma mémoire est bonne, c'est 8 saisons consécutives sans avoir fait les séries éliminatoires pour les Sénateurs d'Ottawa. Et présentement, on s'enligne vers une 9e saison sans faire les séries. Depuis le début de la saison, on est 16e pour les buts pour avec 3 buts pour par match. 23e pour les buts contre avec 3.1 buts accordés par match. Un bon avantage numérique quand même. 8e au classement avec un pourcentage de 25.8. Et un désavantage numérique qui mérite certaines corrections. 25e avec 74% d'efficacité. Donc comme j'ai dit, on avait beaucoup d'attentes avec l'arrivée de Ullmark et malheureusement, les résultats ne sont pas présents en ce moment. Ullmark a joué 17 matchs, 7 victoires, 7 défaites, 2 défaites en temps supplémentaire, 45 buts accordés,
Une moyenne de buts contre, par exemple, de 2,81, ce qui est quand même pas si mal, mais un pourcentage d'efficacité de 0,898, ce qui est pas dans les standards de Linus Ullmark qu'on attend, surtout avec les saisons exceptionnelles qu'il a connues avec Boston dans les dernières saisons. Donc je pense vraiment que malheureusement, Ullmark était dans une équipe à Boston qui était extrêmement forte défensivement dans les dernières années et qui était extrêmement forte aussi en attaque, ce qui permettait vraiment à avoir beaucoup plus de constance devant le filet pour lui, ce qui n'est pas le cas du côté des Sénateurs. On a beaucoup de difficultés en défensive. On est très bien au niveau de l'attaque du côté d'Ottawa quand même, mais c'est vraiment la défensive qui fait faux bond. Puis Linus Ullmark, avec les saisons qu'il a connues à Boston, avec une défensive très solide, il n'est pas vraiment prêt, je pense, ou il n'était pas vraiment prêt à faire face à autant d'adversité en début de saison et en début de carrière avec Ottawa. Est-ce que peut-être on a mal évalué l'état de Ullmark, ce qu'il valait sur le marché et ses forces et faiblesses avant de faire la transaction? Moi, je crois que oui. Il faut se rappeler que Linus Ullmark, avant d'être à Boston, était avec Buffalo. Il y a eu beaucoup de difficultés à Buffalo. Buffalo est une équipe qui ressemble légèrement un peu à Ottawa au niveau de la défensive, qui n'est pas très stable. Et c'est exactement ce qu'on voit avec Ottawa. Lors de son arrivée à Ottawa, la défensive, justement, devant Ullmark, était vraiment chambranlante. Ça ne s'est pas vraiment aidé. On est allé chercher un joueur beaucoup plus défensif en Nick Jensen qui aide un peu vraiment les résultats en défensive, mais c'est pas assez. Il va falloir vraiment, j'ai l'impression, aller chercher beaucoup plus d'aide au niveau défensif. On a beaucoup de défenseurs à caractère offensif du côté d'Ottawa. Je pense à Thomas Chabot et à Jake Sanderson, mais on a beaucoup de difficultés au niveau défensif. Nick Jensen connaît quand même une bonne saison défensivement. En plus, au niveau du différentiel, plus et moins, il est plus 11 cette saison. Mais il va vraiment falloir que quelqu'un d'autre vienne aider Nick Jensen au niveau de la défensive si on veut avoir des meilleurs résultats et aider beaucoup plus Ullmark à monter au niveau de ses statistiques et d'aider l'équipe à remporter plus de matchs importants. Du côté de la formation maintenant, Tim Stützle connaît une excellente saison en 27 matchs et 10 buts, 24 passes pour 35 points, un différentiel de plus 5, ce qui est vraiment excellent. C'est ce qu'on attendait vraiment de Tim Stützle quand on l'a repêché à Ottawa. Le capitaine Brady Tkachuk, lui, 27 matchs, 13 buts, 16 passes, 29 points, différentiel de moins 1, ce qui est quand même pas si mal compte tenu des déboires défensifs et des difficultés au niveau des gardiens de but. Drake Batterson, lui, 27 matchs, 9 buts, 19 passes, 28 points. Donc, c'est vraiment ces trois joueurs-là qui sont le centre des Sénateurs d'Ottawa et qui aident vraiment l'équipe à se positionner encore dans la course pour les séries en ce début de saison, 5e de l'Atlantique, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais il va vraiment falloir beaucoup plus des autres joueurs présents dans la formation. Je pense à Claude Giroux, 18 points en 27 matchs. C'est pas si mal, différentiel de plus 1. Mais il va falloir que Giroux en donne beaucoup plus, surtout que c'est l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe qui devrait vraiment aider l'équipe à progresser pour les séries éliminatoires. Parlant de joueurs qui doivent en faire beaucoup plus cette saison pour Ottawa, j'ai parlé de Claude Giroux. Allons-y maintenant de la défensive. J'ai dit qu'on avait plusieurs joueurs défensifs à caractère offensif, Jake Sanderson et Thomas Chabot, mais cette saison, c'est extrêmement difficile pour les deux. Sanderson, en 27 matchs, c'est que 1 but, 13 passes pour 14 points, mais un différentiel de moins 14 en ce début de saison. Pour Thomas Chabot, lui, 27 matchs lui aussi, un seul but, 12 passes, 13 points seulement, un différentiel de plus 7, ce qui est excellent. Mais les deux principaux défenseurs qui peuvent vraiment aider l'équipe au niveau offensif n'ont que un but et même pas 15 points encore en 27 matchs. Donc c'est vraiment
quelque chose qui doit changer absolument du côté des 2 joueurs étoiles en défensive pour Ottawa si on veut espérer vraiment avoir beaucoup plus de succès, parce qu'avec un but seulement en 27 matchs pour les 2 joueurs, c'est inacceptable du côté d'Ottawa. La grande surprise, par exemple, cette saison pour Ottawa, c'est Adam Gaudette, l'attaquant, en 26 matchs et 13 buts, 2 passes, 15 points, un différentiel de plus 4, et avec Brady Tkachuk, il est le meilleur buteur de l'équipe. Donc, c'est vraiment une belle révélation pour Adam Gaudette qui a eu beaucoup de difficultés à se faire une place dans la Ligue nationale depuis qu'il a été repêché il y a quelques années. Et vraiment, cette saison, c'est une éclosion pour lui au niveau des buts. Et on espère vraiment que ça va continuer dans son cas. Un joueur très intéressant à regarder jouer et un buteur vraiment naturel, comme on peut voir avec ses 13 buts depuis le début de la saison. Donc vraiment, Ottawa va vraiment devoir se resserrer défensivement, peut-être même faire une transaction pour amener un défenseur à caractère défensif pour aider justement Nick Jensen au niveau de la défense et du même coup d'aider Linus Ullmark à améliorer ses statistiques et vraiment permettre à Ottawa d'aller d'un push pour espérer rentrer en séries éliminatoires pour la première fois en 9 ans cette saison. Passons maintenant aux Red Wings de Détroit, que eux l'an dernier étaient en course pour les séries éliminatoires, que cette année, ça fait vraiment dur. Ils sont 6e dans l'Atlantique avec une fiche de 11 victoires, 13 défaites et 4 défaites en prolongation. Si on regarde ici les buts par match, ils sont à 2.6, 28e dans le classement, ce qui est pas très bon. Des buts contre par match, 3.1 qui sont 21e, qui c'est à corriger. Sinon, pour l'avantage numérique, c'est vraiment pas si pire, avec un pourcentage de 25.6, ils sont 9e dans le classement. Sinon, le désavantage numérique doit vraiment être corrigé aussi. Ils sont 31e du classement avec un pourcentage de 67.5. Grâce à leur victoire le lundi 9 décembre, ils se sont sauvés d'une 6e défaite consécutive. Donc, avant la victoire, ils avaient 5 défaites consécutives. Si on regarde ici, le vendredi 29 novembre, ils ont perdu 5-4 contre Devils. Le 1er décembre, 5-4 contre les Canucks. Le mardi 3 décembre, ils ont perdu 3-2 contre Boston. Jeudi 5 décembre, ils ont perdu 2-1 contre Ottawa. Et le samedi 7 décembre, ils ont perdu 2-1 contre Colorado. Donc, si on regarde ici le classement des joueurs, on voit qu'il y a des joueurs qui vont bien et que d'autres vont moins bien. Si on regarde Raymond, il a 30 points, 11 buts, 19 passes. Donc, on sait qu'il va très bien. Alex DeBrincat, avec 23 points, 12 buts, 11 passes. Donc, lui aussi, il est très actif. Larkin, avec 23 points, 12 buts, 11 passes. Sider, avec 15 points, en 28 matchs, 3 buts, 12 passes. Par contre, pour les joueurs qui doivent faire plus, il y a Villeno en 24 matchs. Il y a 1 but, 1 passe avec un total de 2 points et une fiche différentielle de -6. Jeff Petrie, en 24 matchs, il y a juste 3 passes, donc 3 points, avec une fiche différentielle de -8. Ensuite, il y a Fisher en 25 games. Il y a 1 but, 2 passes, donc 3 points, avec une fiche différentielle de -4. Sinon, il y a Charrot avec seulement 4 passes, donc 4 points. Puis lui, là, sa fiche différentielle, c'est de -12. Ça fait vraiment dur. Quand il est sur la glace, il y a toujours un but qui se fait accorder. Sinon, il y a Patrick Kane, lui qui était très bon avec Chicago. Il a seulement 10 points, 3 buts, 7 passes en 23 matchs. Et un différentiel de -6 pour Patrick Kane. Donc lui aussi, quand il est sur la glace, il se fait souvent compter. Copp avec 11 points, 7 buts, 4 passes en 28 matchs. Tarasenko, lui qui est nouveau avec Détroit, un ancien de Panthers, donc lui à la Coupe Stanley, qui a 4 buts, 8 passes, 12 points, avec un différentiel de -2. Et Comfer, avec 12 points,
3 buts, 9 passes en 27 matchs et lui aussi a un différentiel de -2. Si on regarde du côté des gardiens de but, on voit ici que Cam Talbot, il a joué 15 matchs, 6 victoires, 5 défaites, 2 défaites en prolongation, avec un moyen de but alloué de 2,73 et un pourcentage d'efficacité de 0,915. Donc c'est le goaler qui est pas si pire pour l'équipe. Sa fiche est pas si pire. Sinon, il y a Alex Lyon, 9 matchs joués, 4 victoires, 4 défaites, moyen de but alloué de 2,74 et un pourcentage d'efficacité de 0,911, que ça ressemble un peu aux fiches de Cam Talbot, ce qui est vraiment pas si pire. Sinon, pour leur troisième gardien, Husso, il a joué 7 matchs, 0 victoire, 4 défaites, moyenne de but alloué de 3,74 et un pourcentage d'efficacité de 0,870. Lui, ça fait un peu plus dur, il n'y a pas de victoire, donc c'est sûr que ça va être leur gardien numéro 3. Ils sont un peu en bataille, mais Cam Talbot, je suis sûr que c'est leur premier, mais ils savent pas trop quoi faire parce que les défenseurs, ils englobent pas leur goaler, donc ils ont souvent des défaites, donc ils savent plus qui mettre parce que sans défenseur actif, le goaler, il a de la misère. Donc ça, c'est vraiment un problème qu'ils doivent régler parce que sans goaler, tu peux pas vraiment avoir des victoires, tandis que l'an dernier, ils étaient quasiment sur le point d'aller en séries éliminatoires. Les mauvais résultats de Détroit en ce début de saison pourraient faire en sorte que leur entraîneur-chef, Derek Lalonde, pourrait dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, perdre son emploi pour essayer de relancer l'équipe avec un nouvel entraîneur parce que, comme j'ai dit, l'an dernier, ils étaient capables d'au moins aller vers en série, tandis que maintenant, ils se sont pas en tout dans la course de série. Passons maintenant à une autre équipe qui a beaucoup de difficultés en ce début de saison et depuis plusieurs années même, les Sabres de Buffalo, avec un dossier de 11-13-4 qui est bon pour le moment pour le 7e rang de l'Atlantique. Au niveau des buts pour cette saison, on se classe au 18e rang avec 3 buts par match. Les buts contre, 26e rang avec 3,3 buts accordés par match. Un avantage numérique qui ne fonctionne absolument pas, avec un pourcentage de 14,5% seulement, bon pour le 30e rang dans la ligue. Et un désavantage numérique quand même qui est passiblement correct, 10e de la ligue au classement avec un pourcentage de 80,9%. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les Sabres de Buffalo qui ont beaucoup de difficultés en ce début de saison, ils sont actuellement sur une série de 7 défaites consécutives. Leur dernière victoire remonte samedi, le 23 novembre, face aux Sharks de San Jose, qui avait été une victoire de 4-2. Depuis ce temps, comme je l'ai dit, 7 défaites consécutives. Le 27 novembre, une défaite de 1-0 face aux Wild du Minnesota. Le 29 novembre, une défaite de 4-3 face aux Canucks de Vancouver. Le 30 novembre, ça a été une grosse défaite de 3-0 face aux Islanders de New York. Le 3 décembre, une défaite de 5-4 face à l'Avalanche du Colorado. Le jeudi 5 décembre, une défaite face aux Jets de Winnipeg de 3-2. Le samedi 7 décembre, une défaite de 5-2 face à Utah. Et leur plus récente défaite, lundi le 9 décembre, face à Détroit, une défaite de 6-5 après avoir perdu les devants dans le match. On a beaucoup de difficultés à l'attaque, cependant, il y a quelques joueurs qui sortent du lot, qui connaissent quand même des saisons respectables. Alex Stock, en 28 matchs cette saison, c'est 8 buts, 16 passes, 24 points, un différentiel de plus 7. Il mène son équipe d'ailleurs au niveau des points, ce qui est quand même excellent pour le vétéran. Par la suite, Tage Thompson, le très grand joueur de centre, en 23 matchs cette saison, c'est 15 buts, 7 passes, 22 points pour un différentiel de plus 1, ce qui est quand même très bon dans son cas. Lui qui a manqué quelques matchs suite à une blessure. Du côté de Jason Zucker, celui qui est arrivé cet été comme agent libre, en 28 matchs, c'est 7 buts, 13 passes, 20 points et un différentiel de plus 4. Et le défenseur numéro 1 de l'équipe, Rasmus Dahlin, en 25 matchs cette saison,
6 buts, 13 passes, 19 points pour un différentiel de plus 4. Un peu comme Détroit, il y a plusieurs joueurs qui doivent en faire plus du côté des Sabres. On pense entre autres à J.J. Peterka, qui cette saison en 26 matchs, c'est 8 buts, 9 passes, 17 points seulement et un différentiel de moins 7. Bowen Byram, qu'on avait acquis l'an dernier de l'Avalanche du Colorado, en 28 matchs, c'est 4 buts, 11 passes, 15 points pour un différentiel de plus 4, ce qui est pas si mal, mais on s'attend beaucoup plus d'un défenseur à caractère offensif comme Byram. Dylan Cousin, dans son cas, 28 matchs cette saison, 6 buts, 7 passes, 13 points seulement et un différentiel de moins 5. Mais celui qui doit vraiment en donner plus et se réveiller le plus rapidement possible, c'est Jack Quinn, qui cette saison en 24 matchs, un seul but, 4 passes, 5 points et un différentiel de moins 11, ce qui est le pire différentiel de l'équipe présentement. Au niveau des gardiens de but, Ukko-Pekka Luukkonen, cette saison, en 19 matchs, c'est 8 victoires, 7 défaites et 3 défaites en temps supplémentaire. Moyenne de but contre de 2,82 et un pourcentage d'efficacité de 902, ce qui est quand même pas si mal pour lui, mais encore une fois, un peu comme on a dit avec Détroit et avec Ottawa, le manque de défensive n'aide vraiment pas Luukkonen. Le deuxième gardien que Buffalo avait en débutant la saison, c'était Devon Levi. Lui, il a joué seulement 7 matchs, un dossier de 2 victoires, 5 défaites, moyenne de but contre de 3,95 et un pourcentage d'efficacité de 8,70, ce qui a valu à Levi de retourner dans les mineurs et on est allé chercher du côté de Buffalo un deuxième gardien numéro 2 en James Reimer. Et depuis son arrivée avec Buffalo, ça va pas très bien. En 5 matchs, c'est une victoire, 4 défaites, une moyenne de but de 3,58 et un pourcentage d'efficacité de 8,81. Donc vraiment au niveau des gardiens de but, malgré globalement une bonne saison pour Luukkonen, c'est vraiment difficile pour les Sabres qui accordent beaucoup de buts et malheureusement sont sur une série, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de 7 défaites consécutives. C'est vraiment pas ce que Lindy Ruff s'attendait à avoir comme équipe en revenant, lui, comme entraîneur-chef du côté des Sabres. Il va vraiment falloir trouver une solution ou des solutions rapidement pour les Sabres de Buffalo qui, on le sait, ça fait plusieurs saisons consécutives qu'on ne fait pas les séries, qu'on n'est pas dans le portrait des séries, qu'on n'est même pas proche non plus d'être dans la course pour faire les séries. Ce qui se passe à Buffalo, c'est vraiment pas drôle. Il y a plusieurs joueurs à Buffalo qui doivent être très malheureux d'être dans cette équipe et d'aller nulle part comme ça depuis plusieurs saisons. C'est vraiment triste pour les joueurs comme Tuch et Thompson qui donnent soir après soir tout ce qu'ils ont sur la glace et malheureusement, ça ne marche absolument pas. On pense aussi à Rasmus Dahlin qui a été un choix de première ronde de Buffalo dû justement à leur mauvaise performance. Et depuis son arrivée à Buffalo, Rasmus Dahlin, aucune fois a participé aux séries éliminatoires et ça a été extrêmement difficile depuis son arrivée. On se rappelle, il y a quelques saisons, Buffalo avait battu un record pour le plus de défaites consécutives dans l'histoire de la Ligue. Rasmus Dahlin, si ma mémoire est bonne, c'était justement pendant sa saison recrue. Ça avait vraiment été extrêmement difficile. C'est lui maintenant le nouveau capitaine en plus des Sabres de Buffalo. Donc on espère avec un peu le temps, avec la saison qui est possiblement déjà à oublier encore une fois pour les Sabres, on va espérer qu'il y ait des changements importants pour permettre peut-être à cette équipe-là un jour de vraiment être dans la course pour faire les séries et d'être un peu plus glorieux que ce qu'on connaît depuis la plupart des dernières saisons au niveau de cette équipe. Allons-y maintenant de nos Canadiens de Montréal qui sont présentement à 11 victoires, 14 défaites et 3 défaites en temps supplémentaire, 8e de leur division, 2,8 de buts marqués par match, les classes 23e de la Ligue,
3,5 buts alloués par match, qui est extrêmement élevé pour une équipe qui a quand même beaucoup de difficultés en défensive, mais qui dernièrement est extrêmement efficace sur la glace. 29e de la ligue dans la statistique de buts alloués. 22% sur le jeu de puissance, qui les classe 14e, vraiment une montée autant sur le jeu de puissance que sur l'infériorité numérique. 82,5% dans cette statistique, 7e de la ligue. Alors que l'année passée, on avait autant de difficultés sur le power play que sur le piqué. Donc vraiment une belle amélioration de ce côté-ci. Du côté des joueurs, c'est Nick Suzuki qui mène le bal avec 10 buts, 19 passes pour un total de 29 points en 28 matchs. Lui, avant la saison, qui s'était fixé comme objectif d'avoir au moins 1 point par match cette saison. On est sur la bonne longueur. On est sur la bonne voie, en tout cas, avec notre capitaine. Cole Caulfield, lui, un des meilleurs marqueurs de la ligue en ce moment, avec 17 buts, 8 passes pour un total de 25 points en 28 matchs. Vraiment, ce qu'on attend de notre franc-tireur, de notre jeune franc-tireur en ce moment. 25 points avec une fiche de moins 3 tout de même, ce qui est pas... c'est pas trop pire considérant Cole Caulfield. Troisième meilleur joueur, Lane Hudson, notre recrue, avec 19 passes, aucun but en 28 matchs, une fiche tout de même de moins 12, et c'est un peu ce qui va être notre habitude défensive, des fiches de différentiel assez basses. Ensuite, Mike Matheson, 2 buts, 13 passes pour 15 points en 26 matchs, lui qui a une fiche de moins 9. Après ça, on a Juraj Slafkovský qui est lui aussi un peu sur une pente un peu difficile. Lui et Kirby Dach, lui qui a eu tout de même à son dernier match une passe. 2 buts, 13 passes pour 15 points en 25 matchs, qui est honnêtement quand même assez bien, considérant que ça a été plus difficile dans les derniers temps. Lui avec une fiche de moins 8. On a ensuite notre Patrice Bergeron, si on veut. Jake Evans, qui lui a 5 buts, 9 passes pour 14 points. Pour un joueur de 4e trio, c'est quand même assez excellent. 14 points pour une fiche de moins 2. Donc lui, quand même, un excellent two-way. Autant efficace en attaque, mais aussi sur l'infériorité numérique. Vraiment notre joueur par excellence qui fait des jeux défensifs extrêmement efficaces. Ensuite, Brendan Gallagher en 28 matchs, lui, 8 buts, 5 passes pour 13 points. C'est quand même assez bien pour Gallagher qui n'a pas marqué depuis quelques matchs tout de même, mais quand même qui avait été sur une bonne lancée avec plusieurs buts consécutifs par match. Lui avec une fiche de moins 5. Ensuite, on a Yoel Armia, 3 buts, 8 passes en 11 matchs, une fiche de moins 8. Josh Anderson, lui, un peu plus difficile cette année. Fait plusieurs matchs qu'on ne l'a pas vu sur la fiche de pointage. 4 buts, 6 passes pour 10 points avec une fiche de moins 5, ce qui est quand même assez excellent. Ensuite, nous avons Kirby Dach, lui, le numéro 67, qui a une saison, un début de saison en tout cas, extrêmement difficile. 2 buts, 7 passes pour un total de 9 points. Lui qui a marqué à son dernier match un but, sur une passe d'ailleurs, de Juraj Slafkovský. Une des pires fiches de différentiel de la ligue, tout de même, moins 21. Ensuite, Christian Dvorak, lui, 2 buts, 6 passes pour 8 points, une fiche de moins 8. Heinemann, lui, 6 buts, 2 passes, qui est quand même bien pour une recrue, avec une fiche de moins 5. Kanan Gooley, lui, début de saison un peu au ralenti, 2 buts, 4 passes pour un total de 6 points, pour une fiche quand même assez raisonnable de moins 1. Ensuite, nous avons Alex Newhook, seulement 6 buts, avec une fiche de moins 9. David Savard, lui, le colosse en défensive, 5 passes pour une fiche de moins 5. Jalen Struble, lui, qui je trouve qu'il épate quand même bien cette année, un défenseur quand même assez efficace sur la glace pour le Canadien. 2 buts, 3 passes pour 5 points avec une fiche quand même assez bien de moins 3. Et ensuite, notre franc-tireur que nous sommes allés chercher cet été, Patrik Laine, qui lui, 3 buts, 1 passe à ses 4 premiers matchs avec le Canadien de Montréal. 3 buts d'ailleurs sur le jeu de puissance. Et les 3 buts qui ont été assistés avec une passe de Suzuki et de Lane Hudson d'ailleurs. Une fiche de moins 1. Patrik Laine, s'il continue comme ça va être 1 point à chaque match de sa saison. Vraiment, Patrik Laine qui est vraiment un trésor national. Vraiment, c'est absolument le fun de voir un joueur de cette qualité-là sur notre patinoire au Centre Bell. C'est vraiment un réel bonheur d'avoir Patrik Laine dans notre équipe. Ensuite, nous avons Arber Xhekaj
En 25 matchs, lui, 4 passes pour un total sur la fiche du différentiel de -5. Pour ce qui est du côté des gardiens de but, notre gardien numéro 1, Samuel Montembeault, il a joué 22 matchs, 9 victoires, 11 défaites, 2 défaites en prolongation, moyenne de but allouée de 2,83 et un pourcentage d'efficacité de 0,906 avec 3 jeux blancs. Donc 9 victoires, 3 jeux blancs, ce qui est très bien pour Montembeault. Il commence à nous montrer qu'il a plus de confiance depuis qu'on l'a appelé pour l'équipe Canada. Il y a beaucoup plus de momentum, ce qui est vraiment bien. Ce qui est mauvais, c'est Caden Primo, le goaler numéro 2, qui est supposé de soutenir Montembeault. Dans le fond, quand on fait 2 matchs consécutifs, c'est directement le deuxième goaler qui joue pour le deuxième match consécutif. Donc, il est supposé de le soutenir, mais c'est un peu plus difficile de son côté. Donc, si on regarde ses statistiques, il y a 10 matchs joués, 2 victoires, 3 défaites, 1 défaite en prolongation avec une moyenne de but alloué de 4,45. C'est quasiment 5 buts qui se fait marquer, ce qui est très mauvais. Il n'aide pas Montembeault pantoute. Avec un pourcentage d'efficacité de 0,844. Lui, de son côté, je sais pas ce qu'on devrait faire. Est-ce qu'on devrait l'envoyer au ballottage puis aller chercher un autre gardien de but qui pourrait vraiment soutenir Montembeault? Parce que, sérieusement, là, s'il se corrige pas, c'est quasiment Montembeault qui va jouer toutes les games. Même si on joue 2 matchs consécutifs, j'aurais quand même mis Montembeault. Donc Montembeault, il y aura pas de détente, il se relaxera pas. Donc le deuxième match serait plus difficile pour lui. Donc vraiment, là, c'est vraiment des questions qu'on devrait se poser. Martin Saint-Louis, il devrait vraiment le faire pratiquer. Est-ce qu'on l'envoie au Rocket pour qu'il se pratique mieux? C'est vraiment des questions qu'il faut se poser parce que comme gardien numéro 2, il fait pas sa job pantoute. Si on regarde depuis l'arrivée de Patrik Laine, comme Jay a parlé, c'est vraiment exceptionnel ce qu'on voit de lui. Et c'est exceptionnel ce qui se passe aussi du côté du Canadien. Depuis son arrivée, c'est 3 victoires, 1 défaite. Et vraiment, on voit que depuis son retour de blessure, on dirait que le Canadien est revigoré par son arrivée. On joue beaucoup mieux. On accorde beaucoup moins de buts. Sur les 4 matchs joués depuis son retour, c'est seulement 6 buts accordés sur 4 matchs, qui est beaucoup mieux que ce qu'on avait vu auparavant. Donc vraiment, on espère que cet engouement envers Patrik Laine et les récents succès du Canadien continuent, puisqu'on est encore dans la course pour les séries, malgré qu'on est au dernier rang de l'Atlantique. L'Est est très serré et si on réussit à enfiler quelques victoires consécutives, justement sur les prochains matchs qu'on va jouer, ça va être extrêmement intéressant. Premièrement, ce jeudi 12 décembre, on va affronter les Pingouins de Pittsburgh, ce qui serait important d'avoir une victoire contre eux. Le samedi 14 décembre, ça risque d'être beaucoup plus compliqué face à Winnipeg, mais la semaine d'après, par la suite, le mardi 17 décembre, on affronte Buffalo. Et ensuite, le vendredi et samedi 20 et 21 décembre, on affronte coup sur coup les Red Wings de Détroit. Donc les deux équipes, les Détroit et Buffalo, qui sont dans la même division que le Canadien. Ça va être des matchs extrêmement importants et ça va être des matchs qui vont être cruciaux pour le classement final en fin de saison. Ça va être vraiment important de jouer du hockey à 100% durant ces 3 matchs-là pour espérer monter au classement grâce à des victoires et être vraiment dans la course pour les séries jusqu'à la fin. Comme John a parlé un peu en parlant des joueurs, la plupart des joueurs des Canadiens sont dans un différentiel négatif cette saison et c'est vraiment ça le gros problème de l'équipe, c'est qu'on accorde beaucoup trop de buts à l'adversaire. Comme Jay a dit aussi, on est présentement 29e pour les buts contre par match à 3,5. C'est vraiment la grosse lacune cette saison et c'est ce qui doit être corrigé absolument si on veut continuer à compétitionner avec les équipes. On a d'excellentes performances, comme je l'ai dit, depuis le retour dans l'alignement de Patrik Laine. On accorde beaucoup de moins de buts qu'on a accordé auparavant. Il va vraiment falloir continuer dans cette voie-ci. J'ai l'impression, encore une fois, qu'il faut quand même aller chercher un autre défenseur à caractère défensif comme David Savard pour vraiment aider l'équipe à mieux performer en défensive.
c'est sûr que ça veut dire qu'il y a un défenseur qui va devoir écoper si jamais on a une transaction qui amène un nouveau défenseur. Mais j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin d'un défenseur à caractère défensif de plus pour aider aux mauvaises performances défensives qu'on voit depuis le début de la saison. J'ai l'impression d'ailleurs qu'un des joueurs qui pourrait être transigé pour un défenseur à caractère défensif, ça pourrait être Mike Matheson. Et je m'explique ici. Oui, Matheson, depuis son arrivée avec le Canadien, a d'excellentes statistiques, d'excellents résultats. Très beau à voir jouer d'ailleurs, un bon coup de patin, un bon bâton, belle main. Vraiment, il fait beaucoup sur la glace. Mais ce qu'on voit cette saison avec Lane Hutson, on voit le futur. On voit vraiment que Lane Hutson va être vraisemblablement le défenseur numéro 1 à l'attaque pour le Canadien dans les prochaines années. Et Mike Matheson, il lui reste 1 an de contrat après cette saison. Et c'est maintenant, j'ai l'impression que Matheson est au plus haut de sa valeur dans la Ligue nationale. Et si on veut vraiment être meilleur au niveau défensif, il faut se débarrasser malheureusement d'un joueur qui est au plus haut de sa valeur présentement. Je pense pas que le plan du Canadien, c'est de re-signer Mike Matheson après la fin de son contrat. Donc j'ai l'impression que peut-être Matheson, d'ici à la date limite des transactions, pourrait être un défenseur qui pourrait être échangé pour espérer avoir du renfort défensif du côté du Canadien. Ça reste encore à voir, bien sûr, c'est beaucoup de spéculation. Peut-être qu'on a tous tort et que finalement le Canadien veut prolonger Mike Matheson à long terme. Ça pourrait être une chose qui pourrait être faite, mais ce qui est le plus prévoyable pour le moment, c'est vraiment de l'échanger pour s'améliorer au niveau de la défensive. Si on revient un peu sur les joueurs qui doivent en faire plus pour le Canadien dans cette saison, il y a 2 joueurs pour moi qui sautent tout de suite à mon esprit. Oui, Juraj Slafkovský, c'est beaucoup plus difficile, mais depuis que Laine est de retour, ça va beaucoup mieux pour lui. Donc j'ai l'impression qu'avec un joueur d'expérience comme Patrick Laine à ses côtés, Juraj Slafkovský va pouvoir vraiment se relancer et revenir à celui qu'on a connu en fin de saison l'an dernier. Mais les 2 joueurs vraiment qui doivent en faire plus pour moi, c'est premièrement Alex Newhook. Comme Jay a dit, 6 buts seulement cette saison, aucune passe. Joue présentement sur le premier trio avec Cole Caufield et Nick Suzuki. Il faut vraiment qu'il en donne plus. Parce que oui, 6 buts, c'est bien, mais juste avoir 6 buts, aucune passe. Et il y a certains matchs que Alex Newhook, même s'il fait partie du premier trio, on le voit presque pas sur la glace, on n'entend pas beaucoup son nom. Donc il va vraiment falloir que s'il veut continuer à jouer pour le Canadien, qu'il se ramène un peu aux statistiques qu'il avait avec l'Avalanche. Un joueur très rapide qui est capable de faire beaucoup de belles choses sur la patinoire. Donc ça va être vraiment important pour lui de se réveiller et de se ramener à un niveau de premier trio, puisque pour le moment, c'est sur le premier trio qu'il joue. Le deuxième joueur pour moi qui doit en faire plus, et on en a parlé beaucoup, c'est Kirby Dach. C'est extrêmement difficile pour Kirby Dach cette saison. Très nonchalant sur la patinoire, on peut le voir à quelques reprises lorsqu'il perd la rondelle. Les replis sont difficiles, souvent on va décider d'aller au banc à la place de se replier. Moins 21 comme différentiel, c'est inacceptable, c'est beaucoup trop élevé. Plusieurs pénalités stupides aussi qu'il prend. On se rappelle face aux Rangers de New York en fin de match. On était revenu dans le match. Kirby Dach a pogné un 4 minutes pour bâton élevé et ça a tué vraiment le match pour le Canadien. Donc ça va être vraiment important pour Kirby Dach de se ramener au niveau qu'il était lorsqu'on l'a acquis des Blackhawks de Chicago. Et même peut-être pour le réveiller, il va peut-être falloir à un moment donné qu'il y ait des décisions qui soient prises et qu'il aille sur la galerie de la presse retrouver Michael Pezzetta un peu pour quelques matchs. Peut-être, oui, ça semble comme une punition, mais j'ai l'impression que peut-être il y a besoin de ça pour se relancer, manquer quelques matchs, se faire taper sur les doigts un peu et vraiment revenir plus fort qu'il est présentement, parce que présentement, malgré qu'il est sur le 2e trio, pour moi, devrait être sur le 4e trio si on le garde dans la formation, parce que Kirby Dach ne fait rien pour que les Canadiens gagnent en ce moment. Comme on l'a dit un peu plus tôt, le Canadien, malgré qu'ils sont derniers au classement dans l'Est,
sont quand même encore dans la course. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Le Canadien est présentement à 25 points au classement. Les équipes qui sont repêchées en ce moment sont Tampa Bay et New York à respectivement 30 et 29 points. Les équipes devant le Canadien sont Buffalo à 26 points, Détroit à 26 points, Ottawa à 26 points, Columbus 27 points, Pittsburgh et Philadelphie à 28 points et les Islanders de New York à 29 points. Donc le classement dans l'Est est extrêmement serré et comme je l'ai dit un peu plus tôt, si le Canadien réussit à enfiler quelques victoires consécutives, surtout dans la semaine où on va affronter et Buffalo et Détroit 2 fois de suite, ça va être des matchs où si les victoires sont acquises, ça va être des points extrêmement importants qui vont nous permettre de remonter au classement et de s'approcher dangereusement des équipes repêchées Tampa Bay et New York. New York, d'ailleurs, les Rangers, je précise, qui vont très très mal dans cette séquence de 10 matchs où ils ont que seulement 2 victoires dans cette séquence. Donc, pour le Canadien, il faut profiter du momentum qu'on a avec le retour de Patrick Laine, des bonnes performances pour vraiment se hisser en haut du classement et peut-être que d'ici quelques semaines, d'être dans les équipes repêchées et de continuer à bien jouer pour rester dans les équipes repêchées et amener un peu de gloire à l'équipe qui a, depuis quelques saisons, beaucoup de difficultés à participer aux séries éliminatoires. Parlons donc justement des Rangers de New York qui, depuis le 21 novembre dernier, vraiment une fin de mois novembre extrêmement pénible pour la troupe de Pete Laviolette. Depuis le 21 novembre, je vais vous dire les matchs qui ont suivi. Donc, 21 novembre, une défaite de 3-2 face aux Flames de Calgary. 23 novembre, une lourde défaite face à Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton de 6-2. Le 25 novembre, une troisième défaite consécutive de 5-2 face à la troupe de Jim Montgomery, les Blues de Saint-Louis, 5-2. Le 27 novembre, une autre défaite face aux Hurricanes de la Caroline de 4-3. Et ensuite, le 29 novembre, une défaite qui aurait dû être une victoire assez facile face aux Flyers de Philadelphie, 3-1. Donc vraiment une fin de mois de novembre extrêmement pénible, mais qui a été quand même, si on veut, le 30 novembre, un peu un secours, si on veut, une victoire, chanceuse, si on veut, face aux Canadiens. Merci à Kirby Dach pour ça. Une défaite de 4-3, Cabo Caco qui est allé marquer un but en avantage numérique en fin de partie. Et un début de mois de décembre complètement terrible. Je vais vous dire les matchs ici. Le 2 décembre, ça a commencé extrêmement mal. Le mois de décembre, 5-1 face aux Devils du New Jersey. On s'est repris avec une victoire face aux Penguins de Pittsburgh, 4-2. Et c'est leur dernière victoire jusqu'à maintenant. Le 8 décembre, on gagnait 3-1 face aux Kraken, mais ils sont remontés avec 5 buts consécutifs. Et ça a fini 7-5 pour le Kraken. Et leur dernier match, c'était contre les derniers au classement, les Blackhawks de Chicago. Et ça a fini 2-1. Le public, c'était d'ailleurs un match au Madison Square Garden, la maison des Rangers de New York. Les fans ont hué leur équipe. Et ça, c'est un très, très, très mauvais signe pour les Rangers, qui, comme tu as dit, Étienne, ont perdu 8 de leurs 10 derniers matchs, ce qui est aucunement dans l'habitude des champions en titre du Trophée des Présidents. Côté statistique, les Rangers ont 3.2 buts marqués par match, ce qui est quand même assez raisonnable, qui ont quand même des gros francs-tireurs comme Panarin, par exemple. 13e de la Ligue dans cette statistique-là, donc c'est quand même assez bien. Mais 3 buts alloués par match, ce qui n'est pas dans l'habitude d'une équipe qui est quand même assez colosse en défensive, avec des gars comme Adam Fox, K'Andre Miller. C'est sûr que la perte de Jacob Trouba, qui a pris la direction de l'Ouest vers les Ducks d'Anaheim, n'a pas aidé. Et ça n'a sûrement pas aidé, notamment le moral, car on a quand même échangé notre capitaine. Le capitaine des Rangers qui était Jacob Trouba. Donc c'est sûr que autant sur la glace, Trouba, qui est quand même un gars assez colosse, on le sait très bien, qui peut donner des mises en échec assez rudes.
Mais quand même, c'est une perte dans l'offensive. C'est une perte aussi dans la chambre des joueurs. Ton capitaine qui s'en va à l'ouest, t'as plus de capitaine dans l'équipe. Ça peut affecter l'équipe sur la patinoire, veut pas. C'est autant un jeu qui est physique, mais un jeu qui peut être aussi mental dans la tête des Rangers de New York. Pour le jeu de puissance, quand même 22,5%, 13e de la ligue, et une excellente infériorité numérique avec 85,9%, 2e de la ligue. Donc dans les unités spéciales, on est quand même assez efficace, comme à chaque année d'ailleurs, mais c'est vraiment du côté plus individuel pour les joueurs que c'est très difficile et c'est quand même surprenant à dire parce que les Rangers avaient un excellent début de saison, mais vraiment depuis 10 matchs, c'est vraiment extrêmement pénible. Donc du côté des statistiques, pour les joueurs, c'est Artemi Panarin qui mène le show si on veut, avec 34 points, 15 buts, 19 passes, avec 34 points en 27 matchs et une fiche de différentiel de -3. Donc, quand même assez acceptable pour ce qui pourrait potentiellement être le prochain capitaine de l'équipe. Ensuite, avec 22 points cette année, 10 buts, 12 passes, on a William Cooley qui est extrêmement surprenant cette année avec une excellente fiche de différentiel de +11, qui est une des meilleures différentiels, si ce n'est pas la meilleure fiche différentielle de l'équipe. Ensuite, on a Adam Fox qui n'a pas encore trouvé le fond du filet cette année avec seulement 22 passes. Mais je dis seulement, c'est quand même un excellent résultat, un excellent fabricant de jeu, c'est Adam Fox. 22 points en 27 matchs pour une fiche de différentiel de +2. Et c'est ici qu'on commence à être ça commence à être pénible pour les Rangers. On a Alexis Lafrenière qui, depuis la saison passée, vraiment s'est réveillé quand même avec 9 buts, 11 passes pour 20 points en 27 matchs, mais une fiche de -11. Ce qui est vraiment très, très, très mauvais pour les Rangers. Ensuite, Mika Zibanejad, seulement 5 buts, mais quand même 15 passes. Avec 20 points en 27 matchs, lui, une fiche complètement inacceptable de -15. Ensuite, on a Vincent Trocheck, un excellent joueur de centre. 8 buts, 9 passes pour 17 points, avec une fiche quand même assez raisonnable de -3. Ensuite, Kaapo Kakko, qui est quand même sur un bon début de saison. 4 buts, 10 passes pour 14 points, avec une bonne fiche de +10. Ensuite, la nouvelle acquisition des Rangers de New York, l'ancien de Pittsburgh. 5 buts, 9 passes pour 14 points pour Riley Smith. Une bonne fiche quand même de +1 pour le vétéran. Ensuite, nous avons Chris Kreider qui a 10 buts, une passe pour 11 points en 24 matchs. Lui avec une fiche de -3. Ensuite, nous avons Philippe Hitil, 5 buts, 5 passes pour 10 points avec une bonne fiche de +9. Et c'est un peu la tendance qu'on voit en ce moment chez les Rangers. Les joueurs qui jouent beaucoup plus de temps sur la glace. Par exemple, je reviens avec Alexis Lafrenière, lui, avec ses 20 points, -11, Mika Zibanejad, -15. Donc les joueurs qui jouent énormément de temps sur la glace ont des fiches de différentiel très basses, très mauvaises même, et les joueurs de plus 2e, 3e, même 4e trio ont quand même des bonnes fiches. Donc Kaapo Kakko avec son +10, Philippe Hitil avec son +9, on a Schneider aussi, oui, 2 buts, 7 passes, 9 points, mais une fiche de +8, Jones lui avec +6, K'Andre Miller lui vraiment désastreux cette année, avec une fiche de -5, seulement 2 buts, 4 passes. Oui, c'est pas le joueur qui va marquer énormément de points pour les Rangers, c'est pas son rôle, c'est un défenseur beaucoup plus défensif, mais une fiche de -5. Donc c'est vraiment défensivement qu'on voit qu'il y a énormément de difficultés aux côtés des Rangers. Sam Carrick, lui, 1 but, 4 passes pour 5 points avec une fiche de +1. Et Ryan Lindgren, lui, 1 but, 3 passes pour seulement 4 points avec une fiche de -2. Mais celui qui vraiment surprend cette année dans l'ensemble de l'équipe, c'est vraiment Will Cooley, qui est un choix de deuxième ronde, un 60e choix au total. Lui, pour vous donner une petite idée, la saison passée, lui, il a joué 81 matchs. C'était 13 buts, 8 passes pour 21 points en 81 matchs. Avec une fiche qui avait terminé sa saison avec une fiche de -3, mais cette saison, vraiment, une explosion qui a déjà battu sa meilleure saison, qui était l'année passée, avec ses 10 buts, 12 passes, avec 22 points en 27 matchs. Donc vraiment extrêmement efficace, Will Cooley. Je trouve pas qu'on parle beaucoup de Will Cooley, on parle surtout des gros joueurs, dont Panarin, Adam Fox, Mika Zibanejad, mais on voit vraiment qu'il y a énormément de difficultés pour les joueurs, pour les superstars de l'équipe
Je parle de Chris Kreider. Je parle de Mika Zibanejad. Des gars comme ça. Mika Zibanejad, moins 15. C'est pas souvent qu'on voit ça dans un joueur autant talentueux comme Mika Zibanejad, qui, la saison passée, quand même, avait eu une excellente saison de 26 buts, 46 passes pour 72 points. 2022-2023, 39 buts, 52 passes pour 91 points, qui était sa meilleure saison, d'ailleurs, en termes des points. En 2021-2022, 29 buts, 52 passes pour 81 points, avec une fiche de plus 30. Donc, dans l'ensemble de son trio, qui est nécessairement appuyé par soit Kreider ou Panarin, dépendant de l'effectif, même que Lafrenière a vraiment bien obtenu sa place sur un premier trio du niveau des Rangers, on a une fiche de différentiel qui est excellente du côté de Mika Zibanejad. En ce moment, on est à moins 15. Seulement 5 buts en 27 matchs. C'est pas ce qu'on voit d'une superstar comme Zibanejad. Donc, j'ose croire du côté des Rangers qu'on va vouloir un peu brasser la cage au niveau de l'effectif. Il y a des rumeurs qui courent sur Chris Kreider qui pourrait quitter l'équipe. Il y a des rumeurs qui disent que Mika Zibanejad pourrait quitter l'équipe aussi. Parce qu'on a quand même des jeunes joueurs, dont Will Cooley, comme j'ai nommé tantôt, qui sont extrêmement bons. J'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui vont devoir malheureusement quitter l'équipe, soit pour des choix au repêchage, soit pour des joueurs un peu plus défensifs, parce qu'on voit que défensivement, c'est vraiment la grosse difficulté du côté des Rangers, et même que j'irais même presque dire qu'en ce moment, leur coach en chef, Peter Laviolette, serait potentiellement un des prochains coachs à perdre son emploi. Il est vraiment sur un siège éjectable en ce moment. Peter Laviolette, qui quand même est un coach qui a énormément d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Il a coaché une équipe la saison passée, qui est les Rangers de New York, évidemment, gagnant du trophée des présidents, et s'est rendu en demi-finale, et qui a malheureusement mal fini face aux Panthers de la Floride, qui ont éventuellement gagné la Coupe Stanley. Mais j'ai l'impression que cette année, vraiment, dans un scénario vraiment catastrophe pour les Rangers de New York, si on n'arrive pas à faire les séries éliminatoires, ce qui personnellement m'étonnerait. On a une grosse équipe, on a des gros joueurs en attaque, mais c'est vraiment défensivement que les difficultés sont là. Défensivement, des gars comme K'Andre Miller, et en plus de la perte de ton capitaine Jacob Trouba, ça fait du mal à l'équipe en ce moment, et ça paraît dans leur performance. Même qu'au dernier match contre Chicago, le coach en chef Peter Laviolette a dit en conférence de presse, l'exécution était catastrophique. Et l'exécution de l'équipe entière en ce moment est catastrophique. C'est pas ce qu'on... Les Rangers sont connus comme étant une grosse puissance de l'Est. Et en ce moment, c'est extrêmement pénible de voir cette équipe-là jouer. Leur dernier match face à Chicago était extrêmement difficile. Et ça commence à être extrêmement difficile aussi pour les gardiens de but. Igor Shesterkin qui a signé un contrat record avec l'équipe. Ce qui explique... finalement, l'échange de Jacob Trouba, qui pesait quand même très lourd sur la masse salariale. Igor Shesterkin, en ce moment, en 20 matchs, 9 victoires, 10 défaites et une défaite en temps supplémentaire. Une moyenne de buts alloués de 2,95, un pourcentage d'arrêt de 9,10, ce qui est quand même pas si pire. C'est quand même Igor Shesterkin, un gagnant du Vézina, un jeu blanc. Et on a un deuxième gardien de but qui est extrêmement talentueux et qui a beaucoup d'expérience. On parle de Jonathan Quick, un gagnant de la Coupe Stanley à 3 reprises, 2 fois avec les Kings, 1 fois avec les Golden Knights. Ce gars-là, il sait comment jouer au hockey. En 8 matchs, c'est 5 victoires, 2 défaites pour 2,56 de buts alloués et une moyenne d'arrêt de 9,15 pour 2 jeux blancs. Donc on a un excellent deuxième gardien de but. Moi, j'ai l'impression que Shesterkin est en difficulté en ce moment. En ce moment, toute l'équipe est en difficulté, vous allez me dire. Mais c'est vraiment... il faut vraiment appuyer sur la pédale en termes de défensive, en termes de gardien de but. L'attaque va bien, on a une des meilleures moyennes de buts marquées de la Ligue, mais il faut quand même peut-être procéder à des changements, procéder à une certaine, je dirais pas reconstruction, mais j'irais dire presque aller échanger des joueurs vétérans comme Chris Kreider. C'est quand même un gars qui approche de la quarantaine, veut pas. On peut aller chercher des bons joueurs, un bon défenseur défensif, par exemple, qui peut vraiment faire le travail du côté des Rangers. Et sinon, dans l'ensemble, les Rangers ont un excellent corps offensif. Mais encore une fois, je me répète, défensivement, c'est vraiment là que le travail doit être fait. Même dans le coaching staff, un travail doit être fait au plus vite si on veut se reprendre de nos déboires qu'on a
à New York en ce moment. Passons maintenant aux Penguins de Pittsburgh, eux qui sont classés 7e dans la métropolitaine avec une fiche de 12 victoires, 13 défaites et 4 défaites en prolongation. Si on regarde pour les buts pour, ils sont classés 21e, qui sont à 2.9, buts contre par match, 3.7, qui sont 32e du classement, donc sont derniers du classement pour les buts contre. Un pourcentage en infériorité numérique de 22.6, qui sont classés 12e, et 16e du classement pour le désavantage numérique avec un pourcentage de 79.8. Donc si on regarde ici les classements des joueurs, les seuls joueurs qui sont présents sont Sidney Crosby qui a 27 points, 8 buts, 19 passes, avec un fiche de différentiel de -6, et Malkin qui a 24 points en 29 matchs, 6 buts, 18 passes, une fiche différentielle très difficile qui est -12, mais il y a quand même 24 points, donc on va y donner ça. Sinon, les joueurs qui ne sont pas présents, qui font un peu dur, Erik Karlsson, depuis son arrivée à Pittsburgh, c'est très difficile. Il a 18 points, 2 buts, 16 passes pour un différentiel de -10. Bunting, qui a 12 points, 6 buts, 6 passes, avec un différentiel de -6. Chris Letang, 11 points, 5 buts, 6 passes, qui a un différentiel de -11. Beauvillier, 10 points, 7 buts, 3 passes, avec une fiche différentielle de 0. Puliu Harvey, qui a 8 points, 3 buts, 5 passes, avec une fiche différentielle de -2. Hayes, qui a 7 points, 4 buts, 3 passes, avec une fiche différentielle de -10. Acciari, qui a 5 points, 2 buts, 3 passes, avec une fiche différentielle de -12. Donc on voit ici que l'équipe a beaucoup de misère en ce début de saison, sont en train de se remettre quand même. Ils ont quelques victoires consécutives, c'est un peu difficile encore, mais ils sont en train de s'en remettre. Donc si on regarde ici du côté de gardien de but, Tristan Jarry, qu'on l'avait envoyé dans la AHL, qui est maintenant revenu, 10 matchs joués, 5 victoires, 3 défaites et une défaite en prolongation. Moyenne de buts alloués de 3.68 et un pourcentage d'efficacité de 0.888, ce qui est très difficile. L'an dernier, il était un peu plus réveillé, donc c'est un peu à travailler parce que c'est quand même leur goaler numéro 1. Sinon, il y a Nedeljkovic qui a 13 matchs joués, 4 victoires, 5 défaites, 3 défaites en prolongation, avec un moyen de but alloué de 3.37 et un pourcentage d'efficacité de 0.882. Donc lui aussi, c'est un peu difficile comme gardien numéro 2. Sinon, il y avait Blomqvist, lui, qui avait remplacé Jarry pendant qu'il était dans la AHL, que maintenant, lui, est parti dans la AHL. Il y a quand même 8 matchs joués, 3 victoires, 5 défaites, moyenne de but alloué de 3.60 et un pourcentage d'efficacité meilleur que Jarry et Nedeljkovic de 0.904. Donc, je sais pas pourquoi ils l'ont renvoyé au AHL. Je pense parce qu'ils veulent plus qu'il se pratique pour peut-être reprendre la place de Jarry. Comme on peut voir, les Penguins accordent beaucoup trop de buts cette saison. C'est une des principales raisons d'ailleurs pour leurs difficultés. Il va aussi falloir que d'autres joueurs commencent à produire parce que ça ne peut pas être seulement Crosby et Malkin qui sauvent l'équipe. Faut aussi souligner que si les Penguins ne font pas les séries cette saison, ce sera la 3e année consécutive qu'ils seront exclus. Si ça devait arriver, ce serait peut-être le temps de faire un changement d'entraîneur et de passer à une autre étape sans Mike Sullivan, qui est là depuis très longtemps. Passons maintenant à l'équipe qui, pour moi, est la plus surprenante en ce début de saison, les Capitals de Washington, qui ont un dossier de 19 victoires, 6 défaites et 2 défaites en temps supplémentaire, premier de la métropolitaine et dans le top des équipes de l'Est. Cette saison, les Capitals sont premiers au niveau des buts marqués par match avec 4, 7e pour les buts accordés avec 2.7, 15e au niveau de l'avantage numérique à 21.2% et un excellent désavantage numérique à 83.7%. Les Capitals vraiment qui surprennent beaucoup et un peu tout le monde en ce début de saison, puisqu'il y a peu de gens qui pensaient qu'ils allaient être au top de la ligue
après 27 matchs. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'équipe va très bien. Et il y a plusieurs joueurs d'ailleurs qui connaissent d'excellentes saisons. On va commencer tout d'abord avec Dylan Strome, qui en 27 matchs a 9 buts, 26 passes pour 35 points, un différentiel de plus 16. Connor McMichael, lui, en 27 matchs, c'est 15 buts, 11 passes, 26 points pour un différentiel de plus 10. Connor McMichael, d'ailleurs, qui est le meilleur buteur de l'équipe à égalité avec son capitaine Alexander Ovechkin. Alexander Ovechkin, justement, lui, blessé malheureusement, il y a eu une fracture au niveau de la jambe. Il a joué 18 matchs cette saison, 15 buts, 10 passes, 25 points pour un différentiel de plus 15. Et on a très hâte de revoir justement Ovechkin dans la formation. Lui qui court encore après le record de Wayne Gretzky pour le plus grand nombre de buts en carrière dans la Ligue nationale. Alexis Protas, lui, en 27 matchs, c'est 9 buts, 15 passes, 24 points, un différentiel de plus 12. Tom Wilson connaît encore une bonne saison. 27 matchs, c'est 11 buts, 11 passes, 22 points, un différentiel de plus 6. John Carlson, le quart arrière de cette équipe, en 27 matchs cette saison, c'est 3 buts, 17 passes pour 20 points, un différentiel de plus 13. Pierre-Luc Dubois, une des nouvelles acquisitions cet été des Capitals, c'est 4 buts, 15 passes, 19 points, différentiel de plus 5 en 27 matchs cette saison. Et un autre nouveau venu cet été, Jacob Chychrun, en 22 matchs, c'est 8 buts, 8 passes, 16 points et un excellent différentiel de plus 11. Pour ce qui est d'un des meilleurs différentiels de l'équipe, on a le défenseur Rasmus Sandin, l'ancien des Maple Leafs de Toronto, qui en 27 matchs cette saison, c'est 4 buts, 9 passes, 13 points pour un excellent différentiel de plus 19. Donc vraiment, ce qu'on a fait avec cette équipe-là des Capitals, on se rappelle l'année dernière, ça a été extrêmement difficile. On est rentré en série par la porte d'en arrière à la fin de saison et on pensait vraiment que plus les saisons allaient avancer, les Capitals auraient beaucoup de difficultés. Mais cet été, on est allé chercher plusieurs joueurs, tous en bas de 30 ans et moins, et ça a vraiment redynamisé l'équipe qui est présentement première. Les joueurs qui font très bien en ce début de saison, la plupart des joueurs, en tout cas, font de l'excellent travail. En plus d'avoir perdu les services de leur capitaine Ovechkin, tout le monde s'est rallié à la cause en attendant justement son retour au jeu qui devrait être dans les prochaines semaines, voire le prochain mois. On est allé aussi chercher cet été un gardien, Logan Thompson des Golden Knights de Vegas, et cette saison, il y a des statistiques spectaculaires. En 14 matchs, c'est 11 victoires, 1 défaite et 2 défaites en temps supplémentaire. Moyenne de but de 2,48 et un pourcentage d'efficacité de 913. Et le gardien numéro 2, Charlie Lindgren, l'ancien du Canadien, lui aussi connaît de bons moments avec l'équipe, avec 13 matchs joués, 8 victoires, 5 défaites, moyenne de but de 2,80 et un pourcentage d'efficacité de 8,97. Donc vraiment, globalement, toute l'équipe des Capitals fonctionne à plein régime depuis le début de la saison et continue encore à nous surprendre avec leurs excellents résultats. On espère vraiment que les Capitals vont réussir à tenir ces bons résultats tout au long de la saison et peut-être même surprendre tout le monde et remporter le championnat de l'Est en direction des séries éliminatoires. Ça va être vraiment toute une surprise, les Capitals de Washington, de quelle façon ils vont entrer en séries éliminatoires. Et comme la plupart des gens, on ne s'attendait pas à leurs très bons résultats, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont réussir à amener en séries éliminatoires. On se rappelle, l'an dernier, ils ont été blanchis 4-0 face aux Rangers de New York en première ronde. Mais cette saison, ça semble être tout le contraire. On semble en confiance totale et on veut vraiment aller faire un grand bout de chemin en séries éliminatoires. Une équipe qui a vraiment été revigorée avec les nouvelles acquisitions. Spencer Carberry, l'entraîneur-chef, fait de l'excellent travail. La direction des Capitals a fait de l'excellent travail cet été, vraiment. Et ça porte fruit depuis le début de la saison. Et on espère vraiment, comme je l'ai dit, que ça va continuer. C'est une équipe qui est vraiment intéressante à regarder jouer. Lors de leur dernier match face aux Canadiens, le samedi 7 décembre, ça a été extrêmement divertissant comme match. Une équipe qui joue extrêmement bien.
autant à 5 contre 5 que sur l'avantage numérique ou le désavantage numérique. Vraiment une équipe qui nous surprend de A à Z cette saison, en espérant que tout continue dans le bon sens pour eux jusqu'à la fin. Vraiment beaucoup de surprises dans les équipes de la conférence de l'Est cette saison et on va vous revenir la semaine prochaine avec les équipes surprises de l'Ouest. Merci encore tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère, comme à l'habitude, que vous avez été instruits autant que divertis. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.